mes analystes politiques sont déjà avec moi sur ce plateau. Hugues Hector Zogo, bonjour. Bonjour Arthur, bonjour Omar, bonjour également à nos téléspectateurs qui nous suivent en direct. Bonjour aux auditeurs de la Diaspora FM. Alors j'espère que Hugues, vous portez à merveille ce matin. Je me porte très bien. Parfait. Omar Adenju, bonjour. Bonjour Arthur, bonjour Hector et bonjour aux téléspectateurs et aux auditeurs. Allez, parfait. Nous allons démarrer justement avec vous, Omar. Affaire siphonnage de milliards, pas de détournement de fonds publics selon le Haut Commissariat à la corruption. Quelle est votre appréciation, Omar Adenju? Oui, je dirais tout simplement que c'était prévisible. Dès la sortie donc, du ministre Akpona, je crois que c'était à Titirou, à Parakou, immédiatement le gouvernement avait réagi. Ça avait fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et 5 jours après, il a été donc démis de ses fonctions. Et ensuite, le gouvernement, par la voix comment on appelle, et du porte-parole du gouvernement, Wilfried Ndamouji, avait clairement dit que c'était pas très évident que cette affaire-là soit vraiment vraie, soit avérée. Donc, on s'attendait à cette suite logique-là. C'était prévisible, c'est ça? Oui, c'était prévisible. Le HCPC, je crois, le Haut Commissariat pour la prévention de la corruption, voilà, et de Jacques Mégan. Voilà, ils ont pu finalement dire clairement aujourd'hui qu'entre 2016 et 2026, il n'y a pas eu de détournement de fonds dans les projets liés à l'électricité, à l'eau, donc dans les villes, enfin dans la région dont parlait donc le ministre Akpona. Il se retrouve finalement face à ses propos, face à la justice. Adambi est complètement lavé désormais. C'est vrai qu'il reste encore le procès, je crois que ça doit être le 22 octobre, voilà. De toute façon, c'est au tribunal d'Abomey-Calavi, voilà. Donc, la justice aussi tirera ses conclusions. Pour l'instant, c'est le Haut Commissariat pour la prévention de la corruption qui a réagi. Qui a joué déjà sa partition. Ils sont là aussi pour donc vérifier les malversations, les détournements, tout ce qu'il y a comme mauvaise pratique sur le plan économique. Ils sont là aussi. Donc, ils ont fait leur boulot. Ils ont, ils ont donné les conclusions de leur enquête. Et donc, voilà. C'est déjà un premier point, mais depuis très longtemps, on savait que le ministre Akpona serait seul face à ses propos. On ne sait pas c'était quoi, c'est une bourde monumentale. Il était dans cette envie-là de faire de la propagande, on va dire, politique, de jouer peut-être le tribun qui sait haranguer les foules, qui sait dire les choses que la foule attend d'entendre. Voilà. Et finalement, ça se retourne contre lui. C'est bien malheureux. Il va devoir donc faire face à tout ça, tout seul désormais. Et donc, l'opprobre jeté sur son prédécesseur, bien sûr, est en train d'être lavé. C'est déjà... Mais Omar, l'autre chose, nous avons vu quand même les photos circuler. Nous avons vu cette petite accolade entre les deux hommes. Qu'est-ce que cela vous inspire? Parce que j'ai vu plusieurs photos circuler de Akpona et puis de Adambi, bien sûr. Ah non, ça moi j'ai pas vu. Peut-être que j'ai pas fait très attention. Mais mais vous savez, une affaire devant la justice, quand elle a éclaté, Maintenant, nous sommes tous des humains. Il y a notre manière de prendre les choses. Vous savez, quand des choses vous arrivent dans la vie, tout dépend de comment est-ce que vous prenez aussi la chose. Peut-être que le ministre Adambi essaie de se mettre au-dessus de tout ça et de laver son honneur. Laver son honneur, juste ne pas vouloir, donc, et comment on appelle, détester l'individu en tant que tel. C'est pas possible, mais moi, je n'ai pas encore vu les photos. J'attends de voir. Dès que je vais voir, je saurai exactement quoi penser de tout ça. D'accord. Hugues Hector Zogo, une fois encore, bonjour. Nous parlons bien sûr de cette affaire rocambolesque, siphonnage de milliards, pas de détournement de fonds publics selon le Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Hugues Hector Zogo, votre analyse? Je ne suis pas du tout surpris des conclusions auxquelles nous avons eu droit avec Jacques Mégan, qui se retrouve être aujourd'hui le haut-commissaire à la prévention de la corruption dans notre pays. Je ne suis pas surpris parce que déjà, quand le ministre Akpona avait fait la déclaration et est revenu sur ses propos à travers un communiqué, j'ai trouvé que inéluctablement c'était une démarche politicienne.
Parce que regardez un peu comment est-ce que la politique se faisait dans notre pays. Il suffit seulement que vous veniez, vous fassiez des déclarations tendancieuses et systématiquement, les populations vous adulent. Et donc, pour moi, cette sortie de l'ancien ministre Akponan s'inscrivait sans aucun doute dans cette dynamique-là. C'était la première lecture que j'avais nourrie. Mais ce qui aura retenu le plus mon attention, puisque vous en avez parlé tout à l'heure, c'est l'accolade qu'il y a eu entre les deux hommes. Et ça peut paraître un peu bizarre. Ça peut paraître un peu bizarre. Mais en réalité, quand le ministre Adambi a saisi la justice, beaucoup se sont dit on aura droit à un règlement de compte. Forcément, oui. Mais non. Quand vous constatez qu'on porte atteinte à votre honneur, à votre dignité, je pense que l'attitude à adopter, c'est de réclamer que justice soit faite. Et justice a été faite hier. C'est vrai que ce n'est pas la justice qui, l'institution justice qui vient de trancher. Qui vient de trancher, mais c'est un pas. Non seulement c'est un pas, mais il faut aller un peu plus en profondeur de la déclaration du haut commissaire à la prévention de la corruption, l'ancien bâtonnier Jacques Migan. Il a parlé de la période de 2016 jusqu'à 2025. Ça voudrait signifier que même le ministre qui était resté avant que le ministre Adambi ne vienne prendre sa place, ça voudrait dire que lui-même, il n'avait pas mal géré les fonds, les ressources publiques. Parce que, a priori, on peut se dire, ok, ce n'est pas Adambi. Mais c'est qui alors? C'est qui alors? C'est la question. La réflexion peut se poursuivre. Mais les conclusions nous ont permis aujourd'hui de comprendre que depuis la période de 2016, où le président Patrice Talon a pris le pouvoir, jusqu'à l'heure où nous parlons, au regard de la conclusion issue des travaux du Haut Commissariat à la prévention de la corruption, qu'il n'y a pas de détournement. Il n'y a pas... Nous pouvons voir déjà à l'écran la photo des deux personnalités. Et je voudrais remercier le réalisateur. Et là, c'est le Bénin qui gagne, Hugues Hector Zogo, n'est-ce pas? C'est pour dire que nous demeurons frères. Nous demeurons frères. Ce n'est pas parce que quelqu'un m'a offensé qu'il faut prendre position. Que systématiquement, dès que je le vois, je ne vais plus le saluer, je ne vais plus lui parler. On va se parler. Puisqu'on est en démocratie, il y a une institution qui rétablit les faits. Cette institution-là, c'est la justice. Donc, du moment où j'ai saisi la justice, si mon compatriote vient vers moi, ou si je le trouve en voulant peut-être quitter la salle, je vais le saluer. Ça, c'est de la grandeur humaine. Et mieux, n'oubliez pas que le ministre Adambi, c'est un musulman. Tout à fait. C'est un fervent musulman. Et je ne suis pas musulman, mais je sais quand même que dans la religion musulmane, ils ont ces vertus. Il y a beaucoup de vertus qui priment. Voyez-vous? Donc, ne soyez pas surpris demain que le ministre Adambi puisse pardonner. Qu'il puisse pardonner. Le plus important pour lui, c'était de laver son honneur. Son honneur vient d'être lavé. Le reste, c'est quoi? C'est la question qu'on peut se poser. Le reste, c'est quoi? L'autre, devant la justice, dira, à travers déjà un communiqué, il a fait signifier clairement qu'il n'avait pas de preuves. Qu'il n'avait pas de preuves. Encore que le communiqué, on peut trouver beaucoup de choses à reprocher. Mais je ne voulais pas rentrer dans ces détails-là. Mais pour moi, cet acte-là qui a été posé par le ministre Adambi, c'est un acte de foi. C'est un acte de foi. C'est un acte qui démontre que le musulman, quand il a reçu une très bonne éducation, peut aller au-delà de ce que l'on peut penser. Là, c'est la vertu d'un bon citoyen, n'est-ce pas? Je ne parlerai pas... Non, c'est-à-dire je ne parlerai pas que des vertus d'un bon citoyen, mais je pense que c'est une question d'éducation. En fait, quand vous regardez bien l'image, c'est une leçon que le ministre est en train de nous enseigner là. Oui, on a pensé un instant que j'ai détourné les fonds de la République. J'ai trouvé que si je ne réagissais pas, ça aurait été
Tout comme si je reconnais les faits qui m'ont été collés. Non seulement que c'est des faits qu'il aurait reconnus, mais ça signifie qu'il met en difficulté toute sa famille. Son géniteur ou ses géniteurs. Parce qu'il a toute une famille derrière. Il a toute une famille derrière. Il porte un nom. L'identité à Dambis n'est pas lui. Tout à fait, c'est pas lui. Voyez-vous. Donc pour moi aujourd'hui, à travers cette séance d'hier, et c'est déjà bien, c'est déjà bien que les deux soient présents au moment où cette conclusion-là soit partagée avec le peuple béninois. Ça voudrait dire c'était au commissariat qui se sont vus, c'est ça? Je crois que ça va être au niveau de la salle Fleuve Jaune. C'était pas au niveau de... Et puis, ce que je trouve de grand aussi, c'est le fait que le ministre Akponan, l'ancien ministre Akponan, soit présent. Il pouvait prendre la fuite. Tout à fait. Oui. Quand vous savez un peu... a priori, le sort qui vous serait réservé, il faut rapidement prendre la tangente. Puisque lui-même, il a dit qu'il n'a pas de preuves. Il a dit clairement à travers le communiqué. Mais jusqu'à l'heure où nous sommes, il est toujours au pays. Il est toujours au pays. Ça voudrait dire que quelque part, il reconnaît qu'il est en erreur et il veut assumer sa responsabilité. Et on laisse maintenant la justice se prononcer sur la question pour qu'on puisse savoir également ce qui en serait. Parfait. Omar Dandiou, vous venez de voir également la photo, justement. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense que c'est un bel exemple que les deux hommes nous donnent. Un bel exemple d'humanité, comme l'a dit Hector. Un bel exemple de fraternité également. Vous savez, lorsqu'on est dans l'arène publique, on passe devant le public. Eux tous, ils font cet exercice-là régulièrement. Et nous aussi, qui sommes sur ce plateau-là, on passe devant les gens, on fait des déclarations, on parle tout le temps. Vous savez, sous l'effet de peut-être... sous l'effet de je ne sais quoi, peut-être même de nos émotions, du stress, de beaucoup de choses, des petits moments de dérapage peuvent arriver, des petits moments d'égarement peuvent arriver. Et c'est vrai que ce qu'il a déclaré est extrêmement grave, mais... peut-être que dans l'élan de vouloir haranguer la foule, ne plus savoir que tout ce que je dis, je suis sur la place publique, il a perdu un moment. Donc, on va dire toute la conscience qu'il devait avoir de toutes ces circonstances-là, je veux dire, le fait qu'il y avait des caméras, le fait qu'il était devant un public, le fait que c'est toute la nation, dès que tu es ministre, quand tu parles, c'est toute la nation qui t'écoute. Donc, il a perdu peut-être un moment cette conscience-là de ce qui va avec sa fonction. Et il a fait une déclaration, peut-être qu'il avait l'habitude de dire en off ou bien quelque chose. Enfin, vous voyez, des moments d'égarement, ça arrive. Et quand il a eu ce moment, il n'a pas pris la fuite, c'est le bel exemple qu'il donne. Il est resté face à son erreur, il a assumé tout ce qu'il a pu dire, il reste droit comme un homme. Il sait qu'il a commis la faute, il a présenté des excuses à travers un communiqué, il a demandé pardon à son ami, pardon au gouvernement, pardon au peuple béninois. Ça, c'est la bonne démarche. Quand tu commets une erreur et que tu la reconnais, tu dois pouvoir demander pardon. Il a fait. Ensuite, le ministre Adambi, il n'y a pas d'animosité non plus. Il a commis une erreur, c'est un humain. L'humain peut commettre des erreurs et à un moment, on doit pouvoir, c'est-à-dire faire preuve d'empathie. Et Hugues disait que ça fait partie des vertus des musulmans. Vous êtes également musulman? Oui, je suis musulman. Mais je confirme, dans toutes les religions, enfin, c'est la base. Sont les vecteurs, ils sont les vecteurs des bonnes vertus, de toute la bonne morale que chacun doit pouvoir avoir. L'empathie également, oui, ça c'est comment on appelle, c'est dans les religions. Il faut se mettre à la place de l'autre. Qu'est-ce qu'il a pu ressentir à ce moment-là? Voilà, ok, il a commis une erreur, on va peut-être le punir, mais je le pardonne. Est-ce que cette erreur-là, moi-même, je ne pouvais pas la commettre aussi? Donc, ça peut arriver. Voilà. Donc, une fois que tu te mets dans cette... Il faut pouvoir une fois que tu fais cet exercice-là, il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas regarder l'autre en tant qu'humain, malgré la faute qu'il a commise, et pouvoir donc le sanctionner à sa juste valeur, voilà, à sa juste mesure, je veux dire. Parce que là, si, imaginez, Adambi commence à le bouder, le reste du gouvernement, tout le monde le boude, tout ce qu'il a comme ami le boude, ça devient finalement une double sanction en réalité. La justice l'aura sanctionné et tout le monde encore. Voilà. Donc, alors que c'est une erreur, il a une erreur, pardon, qu'il a
qu'il a reconnu lui-même. Bon, je crois... l'histoire le retiendra. Cette accolade, pour moi, c'est... Oui, l'histoire... Enfin, écoutez, quand on agit à un tel sommet de l'État, il n'y a pas de raison que l'histoire ne retienne pas ça. Oui, l'histoire va retenir ça. Et c'est presque sûr que dans la vie du Bénin, dans 50 ans, 20 ans, 100 ans, on en reparle. Parce que ces genres d'histoires encore peuvent se reproduire. Oui, une fois qu'on est dans l'arène publique, les erreurs, ça arrive. Et je l'ai dit tantôt, oui, ils s'expriment tout le temps. Ils sont tout le temps face aux caméras. Prenez par exemple le porte-parole du gouvernement. Imaginez combien de fois il tourne sa langue dans sa bouche avant de s'exprimer. Oui, c'est important. Parce que porter la parole de tout un gouvernement, de tous ces ministères-là, c'est une grosse responsabilité. Et c'est pourquoi, quelquefois, quand on est devant lui et qu'il balaye du revers la même question, on peut le comprendre aussi. Parce qu'il se dit, je ne maîtrise pas peut-être complètement. Et des fois, même, il vous dit, allez poser la question à l'institution elle-même. Vous vous rendez compte? Donc, c'est un exercice assez compliqué pour eux. On doit pouvoir les comprendre. Nous allons passer au second sujet. Hector Zogo, parlant audit du fichier électoral, le cadre de concertation des partis politiques apprécie le travail des experts, mais relève quand même quelques irrégularités. Oui, c'est vrai. Vous savez très bien la posture qui est celle de l'opposition. C'est de pouvoir critiquer autant que possible pour permettre à ce que l'on puisse effectivement parfaire. Critiquer même quand c'est clean, c'est ça? Je dis, la démarche de l'opposition, c'est de critiquer autant que possible pour parfaire ce qui est encore possible d'être parfait. Donc pour moi, ce n'est pas une démarche d'esprit de critique, mais c'est une démarche d'esprit critique. Et ça, c'est un droit constitutionnel. Alors, face au dossier, l'audit du fichier électoral, vous savez que c'est l'instrument de paix. Qui va nous permettre, oui. C'est l'instrument de paix. Donc, c'est l'instrument autour duquel, à la fois des acteurs de l'opposition, tout comme de la mouvance, doivent pouvoir s'entendre sur un minimum avant qu'on aille aux élections. Parce que si on n'arrive pas à avoir un minimum de compréhension autour de ce qui pourra nous départager en termes de suffrage, la finalité ne serait pas bien pour la République. Donc, le fait que les acteurs de l'opposition aujourd'hui saluent le travail qui a été fait et fassent encore des recommandations, c'est de leur droit le plus absolu. C'est légitime. C'est légitime. C'est légitime. On a confié une tâche à des experts. Des experts, pas des moindres, justement. Des experts internationaux. Tout à fait. Ils ont fini de travailler. Ils ont présenté leur rapport. La moindre des choses, c'est que nous puissions dire ce que nous pensons de ce rapport-là. C'est vrai que les différents acteurs ne sont pas encore entrés en possession de ces rapports. Quand ils vont le faire, ils pourront étudier davantage pour savoir éventuellement quelle démarche il faut adopter. Mais il y a quand même des points sur lesquels, déjà en l'état, ils se sont prononcés. Quand vous regardez la priorité relative au quitus fiscal, ça c'est une démarche que la Direction générale des impôts doit pouvoir tenir compte dans son calendrier pour que les intéressés qui doivent bénéficier du quitus fiscal, que ce ne soit pas à la dernière minute qu'ils commencent par courir. Vous voyez, cette recommandation, ils l'ont portée à leur sortie, par exemple, parce que le quitus fiscal fait partie des éléments très importants pour les candidats. Tout à fait, oui. Voyez-vous. Donc pour moi, de petites questions comme ça, on peut essayer de les régler. On peut essayer et ça permet justement de s'améliorer, n'est-ce pas? Ça permet à l'institution qu'est la Sénat, oui, qui travaille au processus électoral, de se professionnaliser. Parce qu'on est dans cette démarche-là aujourd'hui, que l'institution puisse davantage se professionnaliser et qu'au bout du processus, on ne puisse pas dire la Sénat s'est retrouvée juge et partie. C'est tout ce qu'on recommande aujourd'hui. Que vous preniez n'importe quel citoyen, qu'il soit de l'opposition ou qu'il soit de la mouvance, ce qu'il va demander à la Sénat, c'est de pouvoir être impartial. Et donc, quand les experts font leur
font leurs travaux, ils sortent le rapport, ils partagent la conclusion. Ça, c'est un fait. Tout à fait. Mais ceux qui doivent conduire le processus, il faut qu'on puisse aussi leur dire ce qui relève de leur devoir. Eux, ils vont nous parler de leurs prérogatives, c'est vrai, mais il faut que chaque fois, nous puissions, en tant que citoyens, leur rappeler ce qui relève de leur devoir. C'est ce faisant que nous parviendrons effectivement à avoir des élections libres, crédibles et pacifiques, transparentes. Et la finalité, c'est que nous puissions nous retrouver encore au niveau de ce plateau, après ces élections-là, dans un état de paix, et continuer par travailler dans une certaine liberté. Liberté, parfait. Hugues Hector Zougo. Oumar Diandjou, parlons justement de ce même sujet, audit du fichier électoral. Audit du fichier électoral ou retard dans le processus électoral. L'opposition exprime ses inquiétudes et appelle la Sénat à plus de rigueur. C'est ça, hein, par rapport à la Sénat. Ça, oui. Voilà. Si c'est par rapport à la Sénat, moi je dirais qu'il faudrait qu'on fasse un tout petit peu attention à ce que nous disons. Parce que bon, la Sénat, c'est vrai. Non, attention parce que tout simplement, nous sommes à une période très sensible. Très sensible, où on va dire chaque parti attend, comme l'a dit Hector, que les élections soient la plus transparente, que le processus soit le plus crédible possible. Okay? Donc à partir de cet instant, même nous-mêmes acteurs des médias, tout le monde, que ce soit politique, nous avons un rôle à jouer à partir de cet instant-là. Et ce rôle-là, c'est surtout d'avoir toujours en arrière-pensée la paix. Mais que pensez-vous de la démarche de l'opposition? Maintenant, la démarche de l'opposition, oui, c'est une démarche, mais normale. Ils sont dans cette logique-là. Parce qu'aujourd'hui, ils sont peut-être minoritaires dans la gouvernance du pays, parce que nous sommes en démocratie, c'est la majorité qui gouverne, et donc ils sont minoritaires, donc ils doivent pouvoir faire toutes ces critiques-là pour qu'ils ne soient pas brimés, pour que tout soit le plus transparent possible, pour que les chances soient égales pour tout le monde. Il dénonce par exemple l'existence de plus de 300 000 morts sur le fichier électoral. Voilà, entre autres, quelques irrégularités qu'ils ont pu sortir à l'issue des travaux des experts. Ça, c'est par rapport à l'audit du fichier électoral. Je crois que ça, hier, on en a parlé, et j'avais dit une chose qui est très, très importante. Nous sommes des humains, et ça fait partie de notre vie, le fait qu'on doit mourir et tout, et ça arrive. Et nous sommes dans un pays où la grande majorité d'entre nous n'a pas un rapport, on va dire, très normal. C'est une manière de parler. Nous sommes à cette étape-là aujourd'hui dans l'évolution de notre société. On n'a pas un rapport très normal, on va dire, avec tout ce qui a rapport avec les actes et on va dire les actes administratifs. Dès que quelqu'un décède dans certains pays industrialisés, enfin, même pas dans certains pays industrialisés, dans les pays les plus industrialisés, dès que quelqu'un décède, on va faire une déclaration. Parce que si tu ne la fais pas, à quel moment tu vas pouvoir faire les funérailles, l'enterrement, je ne sais pas moi, l'incinération, tout ce que tu veux. C'est une institution qui fait ça là-bas. C'est des entreprises qui le font. Et pour pouvoir le faire, eux aussi, ils ont besoin de tous ces documents-là. Donc chez nous, on n'est pas encore arrivé à cette étape-là. Dans les villages, un peu partout, on enterre même des gens quelquefois dans leur maison. C'est vrai que les mairies aujourd'hui font beaucoup d'efforts dans ce sens-là. Même la déclaration de, comment on appelle, de décès de quelqu'un, ce n'est pas automatique chez nous. Alors que, voilà, dans nos habitudes. Si on ne le fait, si on ne le fait pas, il n'y a pas de raison que dans le fichier, on ne s'en rend pas compte. Tout à fait. Maintenant, le fait que l'opposition soulève cela, c'est une très bonne chose. Maintenant, sensibiliser également la population à aller faire donc toutes ces déclarations-là, à aller faire toutes ces choses-là. Et je parlais tout à l'heure de la Sénat. Je parlais de la Sénat pourquoi? Parce qu'il y a peut-être quelquefois de petits amalgames que nous faisons. Entre, par exemple, le chronogramme. C'est un exemple que je prends puisque j'ai assisté à un atelier de la Sénat. Quand vous prenez le chronogramme de la Sénat, ça n'a rien à voir avec le calendrier électoral. Bon, ça a à voir parce que c'est les mêmes éléments. C'est les mêmes éléments qui sont de l'autre côté. Le chronogramme de la Sénat, c'est comment on appelle, un canevas que la Sénat, la Sénat elle-même décide de mettre en place pour pouvoir faire son travail. Ce n'est pas les dates constitutionnelles qui sont donc au niveau des tests qui dirigent le pays, ce n'est pas ces dates-là qui sont forcément dans le chronogramme. Elle veut faire son travail. Donc de sorte que le chronogramme de la Sénat peut être dynamique, ça peut changer à tout moment, ça peut être actualisé selon les difficultés, selon les problèmes et les mettre en place. Mais par contre, le calendrier électoral
qui lui est directement lié donc à la Constitution, aux dates constitutionnelles qu'il y a donc dans la Constitution. Ça, par exemple, ça ne bouge pas. Et dès l'instant où ça ne bouge pas, il n'y a pas de raison qu'on ne laisse pas la Sénat travailler de manière très sereine et aller jusqu'au bout. Parce que vous savez une chose, la Sénat peut décider aujourd'hui de vouloir faire telle chose aujourd'hui et avoir des contraintes qui vont pousser la Sénat donc à revoir finalement cette date-là, à vouloir faire donc les choses un autre jour plutôt que de... Il peut avoir plusieurs contraintes, plusieurs contingences qui vont intervenir et obliger donc le report de la date. Ça arrive. Maintenant, que l'opposition fasse ses critiques, moi je suis complètement d'accord, c'est normal. Mais faisons quand même un tout petit peu attention pour ne pas créer de la tension en plus de tout ce qu'il y a déjà. Non, rassurez-vous, cela ne viendra pas. Oui, Hector Zogo, oui. Je voudrais quand même rebondir sur la question du chronogramme de la Sénat et du calendrier électoral. C'est vrai que nous connaissons tous le calendrier électoral parce que la loi électorale nous permet d'avoir des dates figées. Le calendrier, le chronogramme de la Sénat, c'est un outil interne, diront certains. Mais en réalité, il relève aussi d'une question de crédibilité. Parce que quand on parle de l'institution qui organise les élections, qu'est la Sénat, tout le monde se dit, à la limite, c'est une institution sur laquelle le pouvoir aura facilement de mainmise. D'ailleurs, quand vous regardez la composition actuelle des membres qui composent la Sénat, oui. Il n'y a malheureusement pas d'acteurs de l'opposition qui s'y retrouvent. Ça ne voudrait pas dire que les cadres qui y sont n'ont pas l'esprit patriotique nécessaire pour se départir de leur connotation politique de départ. Non. Mais parfois, il ne faut pas oublier aussi que ce genre d'institution peut être une institution à caractère politique ou à visée politique. Et donc, pour faire taire tout ce qu'on peut avoir comme supputation, l'idéal, après avoir partagé le chronogramme interne qui devient un outil de travail, l'agenda que vous suivez au quotidien, dès qu'il y a systématiquement une nouvelle donnée et vous pensez que vous ne devez pas respecter une date, l'idéal pour vous, c'est de communiquer. Ce n'est pas pour rien que l'État béninois a mis les moyens à disposition de la Sénat pour qu'on puisse avoir un communicant. Nous avons un communicant qui est payé aux frais du contribuable béninois. Et donc, c'est son job au quotidien. Dès qu'il y a une nouvelle donnée dans le processus, il faut simplement informer. Dès que vous informez, et les gens continuent maintenant par faire de supputations, vous saurez que la démarche patriotique, vous l'avez adoptée, vous les laissez dans leur esprit de critique. Mais quand vous refusez de communiquer, et vous faites comme si l'institution vous appartenait, et que, bon, ce que vous voulez faire là, c'est ça qui doit passer ou rien. Mais c'est des citoyens béninois. Et c'est à partir de ce qu'ils payent aux impôts qu'on vous paye votre salaire. Donc, ce que vous faites là, c'est pour la République. Et vous n'êtes pas au-dessus de la République. Pas du tout. Ils sont des citoyens du pays et ils doivent comprendre ce pourquoi telle date, par exemple, que vous-même, vous aviez préalablement prise pour telle activité, pourquoi cette activité-là ne pourrait plus se passer? Si vous avez des problèmes logistiques, mais dites clairement, nous avons des problèmes logistiques. Je vous donne un exemple, pour être plus factuel. Oui, Hugues. Vous voulez peut-être montrer un spécimen. Et la structure, l'imprimerie qui doit travailler, à vous mettre les papiers à disposition. L'imprimerie a eu de difficultés. Ce n'est pas vous, vous n'êtes pas imprimeur. Qu'est-ce que vous pouvez d'autre que d'attendre que l'imprimerie soit prête? Parce que vous avez déjà payé avec les sous du pays. Mais le simple fait d'informer pour dire « Ah, on a eu tel problème », peut quand même apaiser les uns les autres. Ce n'est pas que ça peut juste apaiser. Un citoyen béninois, patriote, qui a de l'imprimerie, peut dire « Ah mais si
l'imprimerie qui a été au départ retenue a des problèmes, moi, je mets mon entreprise à disposition pour que ça ne bloque pas le processus. Parce qu'on est là dans un processus assez délicat. C'est une question de paix pour toute une nation. Donc, il faudrait que l'institution, dès qu'il y a... joue pleinement sa partition. Oui, joue pleinement sa partition. Parfait. Dès qu'il y a un petit souci de calendrier, pour moi, la moindre des choses, c'est de communiquer. Les journalistes même n'ont pas l'information. Si on n'a pas l'information et que les gens sont en train de supputer sur les plateformes numériques, quand on va se retrouver sur les plateaux de télévision ou au niveau des studios radio, qu'est-ce qu'on pourra dire? On dira que vous êtes des journalistes peureux. On en a souvent entendu parler. Merci, mais que l'institution ne nous mette pas en difficulté. D'accord. Oumar, très rapidement. Je suis complètement d'accord avec Hector par rapport à la communication. Il faut communiquer, il faut bien expliquer les choses, surtout par rapport à la délicatesse du moment, comme il a dit, parce que c'est la période électorale, comme on appelle, les nerfs sont à vif. Très tendu, tendu. Voilà, ne serait-ce que pour les politiques, tout le monde se regarde comme des traîtres. Qu'est-ce qui va se passer voilà. Donc, à partir de cet instant, il faut beaucoup communiquer. Mais je pense que toute la semaine dernière, la Sénat a fait un travail quand même assez formidable qu'il faut saluer. Voilà, il y a eu d'abord la rencontre avec les OSC, les organisations de la société civile. Ils ont expliqué tout le processus. Ils ont expliqué même les vocables et les éléments de langage qu'il faut utiliser. Et avant ça, il y a eu même des ateliers sur ateliers sur ateliers. Ils ont rencontré les partis politiques. Moi, j'étais présent lorsqu'ils rencontraient les responsables des institutions et des ministères. J'ai vu le directeur des élections mais prendre tout son temps pour expliquer. Réexpliquer. Voilà comment... Voilà. Donc, c'est vrai que ça n'a peut-être pas encore la portée qui va permettre à tout le monde de dire, voilà, on comprend tout parfaitement. Mais je pense que les cadres au plus haut niveau, aujourd'hui, peuvent dire avec beaucoup de confiance, on suit très bien ce que la Sénat fait. On commence à comprendre ce que la Sénat fait parce que on les rencontre au cours des ateliers, on le leur explique, on leur montre toute la démarche, on leur explique même les mots, les thèmes, ainsi de suite. Donc, ils comprennent de plus en plus. Et par rapport aussi à la bonne coordination que les institutions doivent avoir, je pense que c'est une très bonne démarche pour que toutes les institutions, tous les ministères peuvent y aller. Allez, oui, tout ça c'est beau. En fait, tout ça c'est beau. Ça relève des prérogatives de l'institution. Donc, moi, je ne salue pas ça. Mais je vous donne un exemple. Vous saluez quoi? Non, je vous donne un exemple. Parce qu'il y a des sujets plus brûlants. Tout récemment, on a connu le chronogramme et au cours duquel on devrait retirer, par exemple, les fiches de parrainage. Mais ça n'a pas été fait. Quelle a été la démarche de l'institution en dehors d'avoir saisi les partis politiques? Les médias jouent un rôle très important pendant cette période. Qu'est-ce qui a été fait vis-à-vis des médias? Il faut qu'on nous informe. Et en fait, juste venir expliquer les mots, les groupes de mots, tout ça là. Ça vous fatigue. Je suis d'accord. Ça vous dérange? Non, ça ne me dérange pas. Je suis entièrement d'accord que c'est important. Mais il y a plus important et plus urgent. Parce que ce qui est primordial pour les candidats, vous avez vu, déjà ils ont commencé par parler du quitus fiscal. Si la Direction générale des impôts ne prend pas les dispositions pour vite ouvrir la plateforme, il y aura de malaise. Parce que des citoyens béninois auront envie de prendre part au processus électoral, mais juste parce qu'on a pris du temps pour ouvrir cette plateforme-là, les cadres ne se seraient pas retrouvés assez prêts pour traiter toutes les données. Parce que si on se retrouve avec 10 000 candidats, par exemple, 10 000 potentiels candidats, il faut alors il y en a eu encore hier qui a sorti sa déclaration. Non, je parlais même des élections locales, voyez-vous. Donc, si on a par exemple 10 000 potentiels candidats, il faudra traiter 10 000 potentiels dossiers. Tout à fait. Avec chaque dossier, avec sa spécificité. Donc, pour moi, on peut quand même essayer de mettre de côté une équipe qui, dès maintenant, commence par gérer ces questions-là. À la fin, on ne puisse pas dire... Parce que ce qui me gêne bien souvent, c'est... Qu'est-ce qui vous gêne? Ce qui me gêne bien souvent, c'est qu'on puisse dire, oui, c'est le président Patrice Talon qui donne les recommandations. Oui, après tout, le pauvre, on va lui porter ça.
On va lui faire porter ça. Et ça, ce n'est pas bien. Très rapidement, je vais juste dire une phrase que j'ai fait remarquer, mais j'ai l'impression que Hector ne m'a pas écouté. Je dis une fois. Non, mais il n'a pas entendu en fait. Parce qu'il insiste. Parce que une fois que le calendrier électoral n'a aucun problème, il y a une date qui est prévue dans la Constitution. Déjà qu'on Est-ce que cette date-là, dans la Constitution, il y a un problème avec ça? Parce que la Constitution, quand elle s'est prévue dans la Constitution, pour aller chercher le quitus, pour aller faire tout, une fois que c'est prévu dans la Constitution, il n'y a pas de problème. Est-ce que la date constitutionnelle a un souci? Est-ce qu'on a dépassé la date constitutionnelle? C'est ça la vraie question. Jusqu'à l'heure actuelle, la date constitutionnelle n'est pas dépassée. C'est tout ce que moi je veux souligner. Donc, je ne suis pas l'avocat de comment on appelle la Sénat. Non. S'il manque de communication, on vous sent dans cette démarche. On vous sent dans cette démarche. Non, c'est parce que tout simplement, j'ai eu la chance, grâce à la rédaction ici, de participer justement à cet atelier-là. Et j'ai compris beaucoup de choses. Il n'y a pas de problème avec le calendrier électoral établi dans la Constitution. Donc, à partir de cet instant, il n'y a pas de problème. Maintenant, la Sénat peut décider de faire un travail plus vite, aller rapidement. Mais si dans son chronogramme, elle rencontre d'autres, elle peut changer son chronogramme. Nous sommes toujours dans le temps. On est toujours dans le temps par rapport à la Constitution. C'est ce que moi je veux dire. Maintenant, après ça, chacun peut critiquer comme il veut. On est toujours dans le temps. On est toujours dans le temps, sauf que nous pouvons, tout en respectant le calendrier électoral, frustrer des concitoyens à nous. Et c'est de la frustration que naît la tension. Absolument. La question du quitus fiscal, ça ne coûte absolument rien pour la direction générale des impôts d'ouvrir une plateforme dès aujourd'hui. Parce que le citoyen qui sait qu'il va aux élections, il a l'obligation d'obtenir son quitus fiscal. Ça ne lui coûte absolument rien de payer ses impôts aujourd'hui. Mais s'il ne le fait pas, la date pour déposer peut-être le dossier en respect à la Constitution, c'est peut-être, je dis de n'importe quoi, c'est peut-être le 10 décembre, d'accord? Et puis l'institution qui doit mettre à disposition le quitus fiscal, c'est-à-dire ouvre la DGI, ouvre la plateforme peut-être le 1er décembre. Donc ça voudrait dire qu'on aura 10 jours. 10 jours. Pour un bref délai. Je ne sais pas si c'est un bref délai, c'est vous qui le qualifiez. Mais on aura 10 jours. Si pendant 10 jours, la DGI se retrouve face à 5000 dossiers et n'arrive pas à traiter, qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'on a le 10 décembre, qui pointe déjà... qui est la date repère que j'ai donnée, qui est constitutionnelle, on ne peut pas bouger cette date-là. Donc pour ne pas nous retrouver à gérer des cas de frustration, que chacun travaille au sein des institutions à calmer les ardeurs. C'est très important parce que ce que nous oublions, l'année 2026, c'est 3 élections. Ça n'a jamais été réalisé dans notre pays. Depuis qu'on a accédé à l'indépendance, on n'a jamais eu ça. Donc, autant que faire ce qui est possible pour éliminer assez vite les questions d'incompréhension qui vont frustrer les uns et les autres. C'est ce que je demande. D'accord. Merci. J'aurais bien aimé qu'on l'invite au-delà de ces ateliers-là. Suivre des ateliers. Qu'on l'invite aussi à suivre du factuel. Voilà. Donc, vous avez compris le message. Non, le dernier message, je n'ai pas compris. Le factuel, c'est que vous puissiez assister, par exemple, à l'ouverture de la plateforme pour que les citoyens béninois obtiennent leur... Non, c'est sûr que les rédactions seront invitées. Non, mais on sera d'une manière ou d'une autre de la partie. Non, je ne le dis, je ne parle pas des rédactions. Non, mais il faudrait que vous soyez personnellement là. Non, je ne le dis pas, je ne le dis pas. Merci beaucoup. J'ai l'impression que tu penses que je suis l'avocat des... Non, ce que moi je veux, c'est tout simplement qu'on ne fasse pas d'amalgame. Parce que le directeur des élections, il est revenu à plusieurs reprises dessus, de faire très attention, le chronogramme, c'est bien différent du calendrier électoral, c'est tout. Sinon, tout ce que Hector dit, c'est justifié. C'est justifié. La période est plutôt sensible, il faut faire très attention, je suis complètement d'accord. Mais moi, j'insiste simplement sur le fait que, attention, une fois que les dates ne sont pas touchées sur le plan constitutionnel,
sachant quand même raison garder, on peut critiquer, mais il faut savoir que bon, c'est un travail qu'ils sont en train de faire, il peut être réaménagé, il peut à tout moment, voilà, c'est des choses qui sont dynamiques. Allez, le troisième sujet, Oumadi Andjou, le maire de Calavi est monté au créneau au travers d'un communiqué, plusieurs morgues, plusieurs corps sont laissés à la morgue depuis... C'est le maire d'Aboumé Calavi? D'Aboumé Calavi, oui. Alors, quelle est votre appréciation? Il a donné un ultimatum aux familles. Oui, c'est récurrent au Bénin, je crois en mai déjà à Plaoué, je crois que c'était le maire aussi qui était monté au créneau. Et l'ultimatum, c'est le 11 août 2025. Oui, généralement, il donne 15 jours, je crois. Donc là, je crois que c'est pratiquement un mois qu'ils sont en train de donner. Voilà. Donc c'est bien malheureux qu'on en arrive encore à cette situation-là. Tout le monde connaît désormais donc, les règles par rapport à cette situation au Bénin. C'est 30 jours. 30 jours. Vous déposez votre corps, vous avez 30 jours pour aller retirer le corps et aller donc l'inhumer. Et c'est très bien comme ça, même ne serait-ce que pour la dignité humaine. Aller laisser donc la carcasse de quelqu'un, excusez-moi de m'exprimer de la sorte, là-bas, durant tout ce temps-là, dans la glace, on n'en fait rien et ça reste là. C'est pas très intéressant. On a même les précisions par rapport au corps. On parle de 24 corps abandonnés. Oui. Même pour Plaoué, je crois même ils ont même dit les noms carrément pour que chacun sache de quoi il s'agit. Et passer ce délai, les 10 corps seront inhumés sur réquisition du procureur de la République. Oui. Voilà la conséquence directe. Oui, mais c'est clair. C'est clair, ça veut dire que vous n'en voulez pas, mais l'État prend ses responsabilités et le fait. Et aujourd'hui, tout ce qu'on demande aux gens, je ne pense pas qu'on demande aux gens des sommes faramineuses, non, pas du tout. Même dans les mairies et ainsi de suite, je pense que toutes ces choses-là sont plutôt réglementées aujourd'hui. Et c'est là où nous parlions tout à l'heure des morts qui ne sont pas déclarés dans le fichier électoral. Voilà les habitudes que nous avons, on ne fait pas les choses à temps. Et l'objectif que les gens visent en laissant les corps donc, au niveau des morgues, c'est parce que tout simplement, on veut organiser des funérailles, mais des dispensieuses. Mais pour la plupart du temps, les gens vous parleront de moyens. Oui, mais quel moyen on cherche pour enterrer quelqu'un, pour l'inhumer de manière digne, alors que pendant qu'il était peut-être malade, on n'avait pas les moyens pour le soigner. Le retrait du corps est subordonné à quelque chose qu'on doit payer, n'est-ce pas? Oui, mais quelque chose qu'on doit payer un mois. Un mois, c'est un être humain, il n'est pas tombé du ciel. C'est toute une collectivité. Non, mais disons-nous clairement la vérité. Vous êtes d'accord? Vous êtes sûr que si vous rentrez dans une collectivité aujourd'hui, que vous dites, ah, il y a un des vôtres qui est à la morgue, les amis, faisons. Non, vous voyez, c'est des pressions sociales qu'on se met sur la tête. Non, les funérailles de notre frère, ça doit être quelque chose de grandiose. Parce que on essaie même de s'endetter pour ça. Voilà, on va même quelquefois s'endetter. Moi, j'ai fait un travail dessus, sur l'industrie des funérailles au Bénin. Je me suis rendu compte de plein de choses. Il y a des gens qui vont retirer les corps déjà le jeudi, pour quelqu'un qu'on va peut-être inhumer le samedi. Et on commence déjà la fête à partir du jeudi soir. Avec les bâches qui sont déjà étalées dans les coins. Il y a un souci. On a l'argent pour faire tout ça, mais pendant qu'il était malade, on n'avait pas l'argent pour pouvoir le soigner. Peut-être que c'est un palu qui a emporté le type. Oui, dans nos villages, le palu emporte toujours les gens. Donc peut-être que c'est un simple palu qui l'a emporté et personne en ce moment n'a pu dire oui, je vais sortir de l'argent. Mais au moment où il meurt maintenant, oui, celui qui a un peu de moyens dans la collectivité va dire oui, c'est pas grave, on va faire les funérailles, ne vous inquiétez pas. Mais attendons juste la fin du mois. Dans l'autre mois là, faisons les choses très bien, puisqu'il y a son frère qui est au Gabon là, je dois pouvoir donner de l'argent pour qu'il vienne, il faut qu'on fasse les choses. Et on va commencer à faire toute une programmation incroyable. Et voilà. Et pendant tout ce temps, le corps est là-bas et ça devient finalement une charge pour la communauté. Parce que le casier que vous avez réservé pour votre corps, à un moment, il y en a d'autres qui en auront besoin. Et c'est là où ça devient compliqué. C'est là où ça devient compliqué. Les mairies sont obligées de monter au créneau pour dire débarrasser les casiers pour que d'autres puissent. Voilà. Donc c'est ça aussi le problème. Et c'est là où je salue aussi les musulmans. Nous, on n'a pas vraiment. Vous allez le faire tout à l'heure, oui. Votre appréciation. On parle de 24 corps laissés dans ces morgues. Le maire Angelo Arondinou est monté au créneau au travers d'un communiqué. Je suis un peu plus attristé par rapport à cette situation parce que la finalité, nous la connaissons tous. Si les parents avaient les moyens, ils seraient partis chercher les restes précieux des leurs. Ils auraient, dans la dignité, fait les obsèques. Et là, malheureusement, c'est un autre drame qui va s'en suivre. C'est des séquelles que des enfants innocents vont peut-être subir à vie si jamais
c'était l'option de la réquisition des corps qui se faisait. C'est en cela qu'il faut saluer cette loi qui a été promulguée par le président de la République et qui nous permet désormais, dans notre pays, d'avoir un temps relativement court pour inhumer nos morts. Parce que ce dont nous parlons, on a dit plus d'1 an. Donc, ça voudrait dire que à l'époque, la loi n'était pas encore votée encore moins en vigueur. Promulguée, donc la loi n'était pas encore. Cette loi ne date pas de 2024. Oui, mais quand est-ce que ça a été promulgué? C'était déjà, mais c'était pas promulgué. C'était pas promulgué. Ça a été promulgué, ça fait à peine 6 mois que c'est mis en application. Donc, ces corps dont on est en train de parler, c'est des corps qui ont fait pratiquement 1 an à la morgue. Quand vous évaluez le coût, qui au niveau de la famille veut sortir les sous pour payer la morgue? C'est déjà la question. Parce qu'ils doivent totaliser, faire il faut payer l'intégralité, c'est ça. Parce que la morgue, c'est une entreprise. Eux, ils ne sont pas là pour du social. Pas du tout. C'est des produits chimiques qu'ils utilisent. C'est de l'énergie qu'ils utilisent. Et tout ça, c'est facturé. C'est des employés qui sont là. C'est des employés qui sont là et qui sont payés. Et donc, ce n'est que les morts qui constituent en fait leurs produits. Donc aujourd'hui, qui c'est les restes précieux de ces 24 personnes-là? Qui va s'en occuper au niveau de leurs différentes familles? C'est pourquoi je disais, c'est un drame. Parce que si les familles avaient les moyens au départ, je suis sûr qu'on n'en serait pas arrivé là. Et parfois, au niveau de certaines familles aussi, ça tire dans tous les sens. C'est peut-être le chef de famille qui dit, si telle condition n'est pas réunie, on n'ira pas toucher au corps, on ne fera pas l'enterrement. Et il y a on tire de part et d'autre. C'est des choses qui se vivent dans nos familles. C'est des choses qui se vivent. Je vous dis, c'est des choses qui se vivent dans nos familles. Au point où les enfants, peut-être, n'ayant pas eu la chance de grandir dans la grande famille, n'ayant pas eu l'opportunité de se retrouver de temps à autre, à prendre part aux cérémonies coutumières, dès que le père est décédé ou dès que la mère est décédée, on met un veto. Vous, on ne vous connaissez pas, ne vous voyez pas. Maintenant, vos parents sont tombés et ça commence. Voilà les conséquences. Non, moi je pense qu'il faut faire quand même très attention à un certain nombre de choses. C'est vrai, vous évoquez le fait que dans les familles, il y a quelquefois des tiraillements. Souvenez-vous, il y a 150 ans ou 200 ans en arrière, on n'avait pas de morgue dans nos familles, enfin dans nos pays. Oui, il n'y avait pas de morgue. Et comment est-ce qu'on enterrait les morts? Il y avait tous ces tiraillements-là, il y avait ces petits problèmes sur le plan traditionnel qui se posaient, mais on enterrait quand même les morts dans le temps. Non, en fait, moi je pense que le problème, il ne faut pas cajoler les gens. Non, je ne suis pas en train de... Je ne suis pas en train de cajoler les gens, mais j'évoque des faits de notre société. Le problème c'est des faits de notre société. Face à ces petits soucis-là, quelquefois, qui sont liés à nos traditions, à nos coutumes, il y a des manières aussi de contourner ça. Il y a des manières. Quelle est la manière? Voilà. Vous êtes un enfant. Et là où je vous dis, il y a des manières, et j'ai pris l'exemple d'il y a quelques, peut-être dizaines ou même 100 ou 200 ans en arrière, on n'avait pas de morgue chez nous. Et vous n'allez pas me dire que cette tradition-là dont vous parlez existe, on commençait à exister maintenant, ça existait depuis ce temps-là. Je dis, on enterrait quand même les morts en ce moment-là. Donc, continuons à être ce que nous sommes. C'est pas parce qu'on a cette facilité-là aujourd'hui de pouvoir garder un J'ai l'impression que je suis incompris dans ma démarche. Regardez un enfant, un père. Il faut retirer les corps et aller les enterrer. Je ne suis pas contre le fait qu'on retire les corps. Mais pour retirer les corps, le corps n'appartient pas aux enfants. Le corps appartient à la famille. Le chef de famille vous dit, vous ne m'apportez pas le corps. Qu'est-ce que vous faites en tant qu'enfant? C'est pourquoi j'interpelle aujourd'hui nos chefs de famille. Les chefs de famille. Parce que cette question-là aussi, allez regarder les 24 personnes dont on est en train de parler. Allez faire des investigations pour savoir ce qui se passe effectivement ce qui a pu se passer. Pour que quel enfant, on arrive là, dites-moi de vous à moi, quel enfant aura de la fierté à laisser les restes précieux de ses parents dans une morgue pendant 1 an? Quel enfant? Donc, parfois, malgré ces enfants-là, ils sont obligés de dire, ok, c'est le chef de famille qui décide, c'est eux qui décident,
nous, on ne peut rien dire. Allez, merci beaucoup à vous, Oumar Diandou. C'est le m'as-tu vu qu'on fait au Ce n'est pas, c'est le seul problème qui est à la base de ça. C'est ce m'as-tu vu là celui qui veut faire, vous savez, il n'y a rien d'autre. Celui qui veut faire du m'as-tu vu, nous sommes en face d'un problème de société. Celui qui veut faire du m'as-tu vu, il va jusqu'au bout de sa procédure. Parce que il a besoin du corps, pour démontrer qu'il a la puissance financière. C'est pas ça? Et c'est au moment où on fait les obsèques là qu'il veut démontrer à X ou à Y qu'il a de moyens pour enterrer son père, n'est-ce pas? Ou sa mère, n'est-ce pas? Mais ça lui coûte encore quoi? De ne plus récupérer ce corps-là. Donc c'est pas une question de m'as-tu vu? C'est une question assez capitale. Et très sensible. Et très sensible. Merci Hugues. Merci beaucoup. Pour moi aujourd'hui, la proposition que je voulais faire au procureur de la République, c'est de pouvoir convoquer les familles de ces 24 personnes. D'accord, je crois qu'il nous suit, Hugues. Merci beaucoup. Mais pourquoi vous ne voulez pas que j'aille au bout? Ok, allez au bout. C'est une question d'humanisme, en fait. Oui. C'est une question d'humanisme. Oui. Le procureur convoque les familles de ces 24 personnes. On vous fait le point. À défaut que vous puissiez payer l'intégralité, on peut vous dire que vous allez payer les 50% de ce que vous devez sur un an. Parce que les entreprises morguières dont nous parlons aussi ont l'obligation, à des moments donnés, de faire du social, quelque part. Les 5 doigts ne sont pas égaux. D'accord, Hugues, merci beaucoup. Donc pour moi, c'est une question qu'on peut gérer autrement. Et les sociologues, les anthropologues sont les mieux positionnés pour vous dire ce dont je parle là. Merci beaucoup.